Une question en particulier pour Monsieur Guéridi qu'on a entendu et Madame Urvoy. Vous avez vécu des faits de violence, que ce soit des violences dans les pratiques sportives ou des violences à caractère sexiste et sexuel. Est-ce que, avec votre recul, il y aurait eu des choses qui auraient pu, entre guillemets, vous sauver des personnes, des institutions? Qu'est-ce qui ferait, on a posé la même chose un petit peu hier, qu'est-ce qui ferait que un jeune athlète pourrait, un jeune ou moins jeune d'ailleurs, trouver quelque chose, quelqu'un à qui parler pour éviter que ça ne continue et que ça dégénère. Et Madame Urvoy disait qu'elle n'était plus en France. Et j'aimerais savoir si elle a pu comparer avec d'autres systèmes sportifs ailleurs. Madame Urvoy. Oui, effectivement, je suis plus en France, je suis en Espagne. Alors, pour répondre à la question, effectivement, j'ai pu comparer parce que j'ai pu discuter avec les personnes des institutions et il y a une écoute et il y a une façon de traiter les violences sexuelles, malgré ce qui se passe actuellement dans le football espagnol, qui est quand même assez différente, où il y a une écoute, il y a un système judiciaire qui est axé sur les violences, enfin, en tout cas, qui a priorisé les violences sexuelles et faites aux femmes. Et donc, la parole est beaucoup plus entendue. C'est-à-dire que lorsqu'on est victime, moi, je l'étais pour une autre histoire, mais j'ai tout de suite été, en 48 heures, j'ai été entendue dans un tribunal face à des juges avec traducteurs et autres, par exemple, pour que je puisse expliquer ma situation au mieux. Et il y a un vrai suivi, en fait. Et qu'est-ce qui aurait pu être différent? On parle des années 2000 en France. Bon, je pense que de toute façon, oui, ça aurait pu être différent parce que dans le système dans lequel nous, on a pu évoluer et avec je pense que tout le monde le savait, en fait. C'est-à-dire que sans parler des violences sexuelles, les violences physiques étaient visibles de tous. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous, on témoigne, en fait, finalement, les gens peuvent dire, oui, vous mentez, mais en fait, tout le monde le savait du début à la fin de la fédération. C'est-à-dire qu'on était un club qui est très visible. Donc, ça se voyait dans l'attitude que nous pouvions avoir ou jeunes ou à ce qu'on pouvait transcrire. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de parler. Et au sein même du club, on était menacé par d'autres athlètes de parler. Donc, en fait, il y avait une véritable omerta. Je pourrais comparer ça à une mafia. Parce que c'était ça. Quand on rentre, si tu sors, de toute façon, tu ne seras pas bon, tu es grillé et tu ne seras jamais bon au judo. Enfin, on se disait que de toute façon, ça ne servait à rien. Donc, si on voulait continuer le judo, on n'avait plus le choix. Quand on y rentre, on ne pouvait plus en sortir, comme dans un gang, si vous voulez. Et ce que je peux dire, c'est que, par exemple, j'étais au Pôle Espoir de Nantes je pense que ça, tout le monde le savait sans poser de questions, mais personne posait de questions. Pourtant, on était mineurs. Je jette pas, je ne renvoie pas de responsabilité sur les entraîneurs ou autres parce que je pense que pour eux, c'est aussi tout autant compliqué. Mais c'est vrai que du coup, bah, notre club était mis à l'écart et cet écart, en fait, ben, protégeait un peu tout le monde dans le sens où chacun avait voilà, des choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, à l'intérieur, on n'était absolument pas protégés et c'était impossible de l'être. La seule façon, c'était de partir. J'ai essayé de le faire. Mais finalement, quand j'ai pas pu, j'ai dû arrêter le judo. Donc voilà. Donc comme un gang, on était protégés au-delà. Parce qu'après, je suis partie au Pôle Espoir enfin, qui était un Pôle France à l'époque de Rennes, pour lequel j'étais protégée par mon club, s'il m'arrivait quoi que ce soit là-bas. Mais voilà, c'est vraiment, si vous reprenez les principes d'un gang, c'était ça. Donc tout le monde le sait très bien. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on le voit, personne ne fait rien et ne fera, enfin malheureusement, j'espère que si, on fera quelque chose, mais en tout cas, pour le nombre de personnes qui ont pu voir, entendre et vivre des choses, euh, enfin, toutes les histoires se rejoignent, c'est pour ça que c'était assez facile, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a un président de judo qui est à peine condamné, qui est protégé par beaucoup d'instances. Et aujourd'hui, il n'entraîne plus trop. Je ne sais pas trop exactement ce qui se passe pour lui, mais en attendant, il l'a fait jusqu'à l'année dernière. Apparemment, les méthodes seraient différentes, mais pour moi, en tout cas, comme tout agresseur ou comme toute personne violente, s'il n'a pas de suivi ou de travail fait sur lui, c'est une personne qui ne peut pas changer. Donc oui, il reste encore, en tout cas. Et puis il a formé aussi, comme voilà, je vais pas appuyer dessus trop longtemps, mais il a formé aussi ses lieutenants. Et aujourd'hui, ces lieutenants ont pu, en tout cas, continuer à être aussi violents même en son absence, voire même parfois pire, plus vicieux. Et avec des personnes d'autres clubs, des personnes qui ont dû arrêter le judo. Et ça se passait au sein du sport-études, et ça, tout le monde le savait, personne n'a rien fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux tout à fait entendre que les agresseurs soient victimes, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été agresseurs. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses qui se sont répétées, répétées. Donc en fait, il y a encore une génération d'agresseurs dehors et qui sont profs de judo.